on a vu que ces ouvertures temporelles dans le futur nous permettaient d'avoir les bonnes intuitions, enfin d'avoir des intuitions, des instincts, mais c'est aussi valable pour toutes nos pensées. Alors ça, c'est encore plus stupéfiant. Ah, nous sommes une machine à penser, et nous sommes une machine à penser parce que nous avons 3 temps à notre disposition. Si nous n'avions pas ces 3 temps-là, nous ne pourrions pas penser. La pensée n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel. La mécanique est telle que nous commençons à penser, nous ne savons même pas que nous avons pensé. Nous avons commencé à penser que déjà, dans une ouverture temporelle, tout le potentiel correspondant est bâti. C'est donc une conséquence d'une pensée complètement inconsciente. Ce futur étant bâti, il y a la possibilité de le synthétiser instantanément, et de ce fait, notre pensée consciente est la conséquence de notre pensée inconsciente, mais qui a déjà été développée dans le futur. Donc nous avons l'impression que ça ne correspond à rien pour nous, que ça nous tombe du ciel, que c'est une pensée nouvelle. Mais toute pensée est la conséquence d'une pensée inconsciente. Et cette pensée inconsciente était elle-même déclenchée par une pensée consciente précédente. Donc nous sommes simplement des actualisateurs d'un futur potentiel. Le problème est de savoir pourquoi on pense cela et pas autre chose. Et ça veut dire aussi qu'en fait, on ne se pose que des questions dont on a déjà la réponse. Oui, c'est l'avantage du passé. C'est que s'il n'y avait que le présent et le futur, on ne vivrait 2 fois le futur. On commencerait par le bâtir, ensuite on actualiserait. Le but n'est pas là. Le but est de pouvoir trier nos potentiels avant de les vivre. Et c'est là où le passé joue son rôle. Le passé est capable de connaître le futur tout comme nous. Nous sommes dans une réalité présente, on peut fabriquer un futur. Donc notre passé peut fabriquer notre futur et le futur du futur. J'espère que tout le monde suit ça. Et à ce moment-là, la question est, c'est le passé qui doit la poser, cette question. Nous répondons à la question. Et le futur répond à nos questions qui sont les conséquences d'une première question. Or, la première question, pour nous, n'est pas évidente. Nous n'en avons que la suite. Et comme le futur nous fabrique la suite de nos propres questions, on arrive finalement à avoir des pensées où on ne sait pas si c'est nous qui nous sommes posé la question. On peut dire que quand on ignore la loi, comment ça fonctionne, on répond à des questions qu'on ne s'est pas posées. Et on peut dire qu'en gros, l'humanité actuelle vit comme ça, en cherchant des réponses à des questions qu'elle ne se pose pas, et en cherchant des questions qui n'ont pas de solution. Car nous ne savons pas que nous ne sommes qu'un intermédiaire entre nos questions et nos réponses. Et que nos questions se posent dans le passé, nos réponses se forgent dans le futur, et nous ne sommes qu'un lien entre questions-réponses. Alors si on ne sait pas trier cela, on vit très mal. Déjà, pour procéder par étapes, on peut se dire que notre présent, en fait, que notre vie est la réponse à une question qu'on s'est passée dans le passé. Oui, mais ce passé n'est pas un passé révolu. Parce que, imaginez une chose, je pense quelque chose maintenant, je fabrique immédiatement, en potentiel, dans le futur, une réponse à mes interrogations actuelles. Je les mémorise, mais je ne les vis pas, par exemple parce que ça ne m'intéresse pas. C'est donc un futur mémorisé qui devient du passé. Donc j'ai un passé qui n'est simplement que du futur dont je ne veux pas, mais qui est mémorisé. Ce passé et ce futur sont simultanés du temps présent. C'est ça qu'il faut voir, et c'est ça la grande difficulté d'imaginer que nous sommes, comme disaient les Grecs autrefois, qui connaissaient cette loi, on le verra, la triade, que les chrétiens ont repris sous forme de trinité, passé, présent, futur. Car si je veux bien vivre, je dois pouvoir dire j'étais, je suis et je serai, tout cela en même temps. Ce mécanisme, ça s'appelle de l'anticipation au 2e degré. Quand vous anticipez quelque chose, vous savez ce que ça signifie. Mais une anticipation inconsciente, vous ne savez pas ce que ça signifie. Dès que vous commencez à penser, comme je l'ai dit, vous ne savez pas ce que vous pensez, que déjà la conséquence est faite. Cette conséquence étant faite, va vous donner d'autres idées. Et ces idées qui vous sont alors conscientes,
vous n'avez pas le trait d'union. Il vous manque le trait d'union entre ce qui a déclenché votre pensée consciente. Alors de ce fait, vous ne savez pas trop si vous allez dans le bon sens ou pas. Une autre question, est-ce que ce mécanisme, il est valable pour nous humains? On sait que c'est le cas que les particules sont dédoublées, qu'elles sont dans plusieurs temps. Est-ce que c'est transposable à l'ensemble du vivant, au végétal, à l'humanité? C'est une question très importante, c'est même la plus importante. Si ça ne servait pas pour l'humanité, si ça ne servait pas pour le minéral, le végétal, l'animal, nous-mêmes, ça ne servirait à rien. Vous vous rendez compte que c'est une propriété excessivement importante qui ne nous servirait pas. Ça nous sert dans le quotidien. Alors, si vous voulez voir au niveau scientifique, au niveau des particules, vous savez qu'une particule bouge parce qu'on a inventé une particule virtuelle qui ferait une interaction avec une particule réelle et qui expliquerait le mouvement des particules. C'est-à-dire qu'une particule bouge, et elle bouge tout le temps, parce qu'il y a une particule virtuelle qui rentre en interaction avec la particule réelle. Voilà une mécanique classique. Alors la théorie du dédoublement va beaucoup plus loin que ça, parce qu'on peut imaginer que cette particule virtuelle est à son tour une particule réelle dans un temps différent, inobservable. Et cette particule réelle, dans un temps inobservable, aurait à son tour une particule virtuelle qui expliquerait son mouvement. Donc le mouvement de la première particule réelle serait la conséquence de particules virtuelles, puis de particules virtuelles de la particule virtuelle, etc. On aurait un emboîtement de particules virtuelles réelles. Alors la loi démontre que la septième particule est la mémoire de la première. Avec cette accélération foudroyante du temps, l'information de la dernière particule arrive à la première avant même que la première n'ait commencé son mouvement. De ce fait, son mouvement est dû à cette accélération de l'information. Cette accélération de l'information nécessite des vitesses superlumineuses. C'est maintenant un fait acquis au niveau scientifique. La théorie du dédoublement a permis de calculer ces vitesses. Pour vous donner un ordre d'idée, la plus grande vitesse d'information est de 857 millions de kilomètres par seconde, ce qui dépasse de 3 millions de fois la vitesse de la lumière. Ce n'est pas infini, mais c'est quand même une vitesse superlumineuse qui permet cette hyperincursion. C'est à cause de cette vitesse que vous êtes capable d'avoir des pensées sans même savoir que vous les déclenchez. C'est vous l'anticipateur de vos pensées.